j'ai regardé également vos interventions dans les réunions annuelles des musulmans de France, auxquelles on vous reproche parfois d'aller. Vous pouvez répondre à cette question-là. Je me suis fait allumer sur Facebook lorsque j'ai parlé de vous, de la conférence d'aujourd'hui, et ça a été quelque chose du genre « Alain, écoute, quelqu'un qui va régulièrement aux réunions annuelles des musulmans de France, alors c'est le Bourget, c'est Lille, vous allez d'ailleurs demain à Lille, réunion des musulmans du Nord, je crois, je me suis fait allumer parce que, Alain, quelqu'un qui va aux réunions des musulmans de France, il tient forcément un double discours, parce qu'il ne peut pas tenir ce discours que tu évoques s'il va là-bas. Alors je réponds, bien sûr, va voir sur YouTube. Alors les gens sont paresseux, n'ont pas forcément voir. Que peut-on répondre à ce type d'objurgation, enfin de réflexion, de remarque? Eh bien, ces objurgations valent pour moi d'être ici. Vous savez que pour mes corélégionnaires, mes compatriotes corélégionnaires, je suis un apostat. Et quand le spectre va depuis l'apostasie jusqu'à la dissimulation, je passe pour un mécréant et je passe aussi pour un imposteur, c'est que je trace mon sillon tranquillement. Des deux côtés. Des deux côtés. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis homme à aller me battre et me jeter dans la fosse au lion, et je me bats contre les salafistes, quels qu'ils soient. Je leur dis ce que je dis. Allez voir ça dans les YouTube. Heureusement que ça existe. Tiens, la technologie a du bon. Heureusement. Je suis allé, d'ailleurs au Bourget, je ne suis allé qu'après, sur 34 éditions, je suis allé à partir de la 31e, parce qu'on m'a invité. Vous pensez que lorsqu'on m'invite, je dis non, je ne viens pas? Ou est-ce que j'ai assujetti mes propos à la dite invitation? Je suis un homme libre, et je mourrai en homme libre. Et alors, pour mon départ de demain, je ne veux pas trahir des conciliabules, il y a eu quelques hésitations. J'y vais comme président de la Fondation de l'Islam de France, je vais en homme libre, et puis radicalité méthodologique, tendresse pour les êtres. Rigueur académique, bienveillance pour les êtres humains. Un fanatique, on ne lui tombe pas dessus comme un marteau sur un clou, dans auquel cas les idées vont rentrer davantage. Donc, en homme libre, je vais où on m'invite d'y aller, et en revanche, là, je mets au défi. Quiconque trouvera que je tiens un discours ab intra et ad extra. Nous allons arriver à la question de l'islam et de sa relation à la politique. Et vous tenez dans votre ouvrage que je viens de citer une position tout à fait originale. Simplement tout d'abord une formule que j'ai beaucoup appréciée dans votre livre. L'extrémisme, c'est le culte sans la culture. Le fondamentalisme, c'est la croyance sans la connaissance. Et l'intégrisme, c'est la religiosité sans la spiritualité. Alors on en arrive à l'islam et la politique, et j'évoque ici la personnalité de Hassan el-Banna, que vous avez lu évidemment. Vous le citez pour, en quelque sorte, le qualifier. Il promeut une cruauté généralisée bénie par le divin, et à ce sujet, vous plaidez pour un stop au pas d'amalgame. Toutes ces violences n'ont rien à voir avec l'islam. Il faut réformer notre façon de voir les choses. En gros, il faut d'une certaine manière convertir son regard. Bref, il y a quelque chose de cet ordre-là. Est-ce qu'on peut encore dire aujourd'hui, devant ces violences qui se sont produites récemment ou un peu plus en arrière dans l'histoire, est-ce qu'on peut dire encore quelque chose comme stop à l'amalgame? L'islamisme n'a rien à voir avec l'islam. C'est écrit, je l'ai dit, je m'étais égosillé à le faire savoir, donc je le répéterai là, et ce n'était pas uniquement après l'annus horribilis 2015 que nous avons connu, c'était bien avant. Et ma position est la suivante: on ne peut pas avoir un arc de cercle qui va depuis le nord Nigeria jusqu'à l'île de Jolo, passant par la Corne africaine, sans m'appesantir sur cette région du monde qui a vu naître une monstruosité religieuse et idéologique dénommée Daesh, et continue à dire halte à l'amalgame, ceci n'a rien à voir avec l'islam. Enfin, le mot amalgame est un mot arabe, je le dis en passant, ce qui dénote le substrat arabe de nos langues latines. Eh bien, il ne faut pas agir de la sorte, parce que c'est anesthésiant et ne pas reconnaître le problème à l'intérieur de la pensée théologique islamique. Le fait de dire
Oui, mais l'islam est une religion de bonté, de miséricorde, d'amour et de paix. Ça ne règle rien. On peut toujours croire qu'il y a des valeurs d'hospitalité, d'accueil, de mansuétude, de magnanimité en contexte islamique de nos jours. Personne ne laissera personne dormir dehors dans les contextes islamiques. Allez en Turquie, allez en Afghanistan, allez en Algérie. C'est une sorte d'opprobre que de laisser les gens sans les nourrir ou sans les accueillir. C'est inhérent non seulement à l'hospitalité de ces peuples, mais aussi, j'ai la faiblesse de le croire, à leur tradition religieuse. En même temps, il y a, hélas, une idéologie de combat sacralisée. Et donc, il faut voir ce que j'appelle les traités de polémique, de polémologie virulente, qui existaient aussi ailleurs, sauf que ces traités-là, on les a exhumés à l'occasion des conflits contemporains. Ok, merci. Nous allons passer maintenant à la loi de 1905, puisque des évolutions sont en cours de discussion, portant notamment sur un statut cultuel des associations, en mesure de construire des mosquées, bâtiments, etc., etc., un certain nombre de révisions des lois visant à rendre plus transparentes les participations financières des fidèles musulmans. Mais je vous cite au préalable, vous dites dans ce passage consacré à la laïcité et à notre société française contemporaine, le sujet humain, et là c'est évidemment inspiré par la connaissance que vous avez d'Emmanuel Kant et de Jean-Jacques Rousseau, le sujet humain accède au statut de citoyen affranchi au préalable de ses appartenances, sous-entendues religieuses et autres communautaires, je pense, et de ses déterminismes. Nous l'avons déjà souligné comme une idée fondamentale. D'abord, le citoyen est, comme membre de la cité, son propre fondement. Ensuite, il se détermine selon ses orientations métaphysiques librement choisies et non pas sous l'effet d'une pression communautaire, par exemple. C'est ainsi qu'on peut le comprendre. Et enfin, le citoyen est également, dans nos sociétés ouvertes, sous la voûte commune de la laïcité. Il est sa propre fin, indépendamment, dans un premier temps, de toute référence à une transcendance. La désintrication de la politique avec la religion est possible et nécessaire, et le progrès est au prix de la déconnexion de l'impératif politique du commandement religieux. Ma question est la suivante. Dans les évolutions prévues, alors la loi de 1905, c'est 44 articles. Nous connaissons généralement beaucoup les premiers, liberté de conscience, la République ne privilégie aucun culte, etc., ne finance aucun culte. On peut se poser la question d'ailleurs de savoir si aujourd'hui il n'y a pas déjà des cultes financés par le biais de subventions destinées à des édifices religieux, et ça existe, en dehors de toute question concernant des modifications éventuelles. Mais la question est la suivante. Dans ces évolutions qui se dessinent, quel serait selon vous ce qu'il est possible éventuellement d'acter, et quels sont selon vous les articles auxquels il ne faudrait surtout pas toucher? Pour la première partie, l'extrait lu de mon ouvrage, de mémoire, je pense que ce sont les pages 82-83. C'est vrai que l'ouvrage a été édité en mars de l'année écoulée. Ça va faire bientôt 1 an, mais je pense que cette séquence sur la politique me paraît être de la plus haute importance, et je crois fondamentalement que c'est un acquis de la modernité, laquelle modernité doit être soumise à une critique en règle. 82. 82, donc c'est un acquis de la modernité que de ne pas gouverner selon le désir politique de Dieu. On ne peut pas venir dire « moi, j'ai scruté la volonté divine et de surcroît, je vous l'impose » pour gérer les affaires de la cité. Nous sommes ensemble, nous formons une association politique dont sont autofondatrices, sous la voûte commune de la laïcité, comme j'ai l'habitude de le dire, et c'est un acquis de la modernité. Maintenant, moi, on ne m'a pas demandé mon avis jusqu'à présent, j'allais dire d'une manière officielle. Officieusement, je l'ai dit ou donné à tel ou tel personnage de l'État qui m'a interrogé. Si on ne me demande pas mon avis, jusqu'à présent, moi je m'accommode de la loi de 1905 telle qu'elle est. Maintenant, si on me demande mon avis, je dirais ceci. Nous ne touchons de grâce surtout pas aux principes fondateurs,
aux articles fondamentaux de la loi, notamment les tout premiers, une extrême vigilance quant au financement des associations. Il m'a-t-on dit qu'il y a une certaine, pas tolérance, le contrôle est lâche en ce qui concerne les lois de 1901, et c'est à partir d'une certaine somme. Association culturelle. Pour les associations culturelles, 1905, c'est cultuel. Et pour les associations 1905 et les associations cultuelles, le contrôle est beaucoup plus drastique. Et il y a la fameuse police des cultes. D'ailleurs, la police des cultes ne date pas du salafisme, elle date de 1906-1907, pour contrôler effectivement ce qui se passe, et à partir de 1924, avec les associations diocésaines, etc. Donc, me semble-t-il, à ma connaissance, que s'il y a lieu d'avoir un contrôle renforcé par la Cour des comptes ou par je ne sais trop quel autre organisme, de savoir ce qui se passe au niveau des finances et aussi pour l'égalité constitutionnelle, je n'avais pas entendu le S de mon conditionnel, pour qu'il y ait uniquement ce toilettage. Sur des éléments techniques par conséquent. Sur les éléments techniques, pas sur des éléments organiques ou sur des points fondamentaux. Oui, quant à la police des cultes, les articles 33, 34, 35 prévoient déjà que les offices doivent être accessibles et publics, c'est-à-dire pour éviter l'enfermement dans une approche, je dirais, sectaire où on se réunit dans l'entre-soi. Et par conséquent, cette police des cultes permettrait aujourd'hui probablement déjà, et peut-être de manière plus énergique, je n'ai pas d'autre adjectif sous la main à cet instant, de manière peut-être plus énergique et efficace de surveiller certaines mosquées dont on peut considérer qu'à l'intérieur, on tient parfois des discours assez radicaux. Mais bref, après, ce n'est pas à vous ni à moi d'appliquer la loi. Je crois que nous avons des ministres pour cela. Dans votre ouvrage, celui que j'ai cité déjà, vous évoquez page 115, la nouvelle conscience croyante musulmane. Je voudrais que vous nous disiez de quoi il s'agit. Et page 132, le musulman moderne. Et vous dites même, il s'agit instamment, et c'est indispensable et urgent de faire nation commune. Le musulman moderne, l'adjectif moderne ici, c'est suivre la modernité a deux acceptions. Une acception un peu, si j'ose dire, technique et historique. On a la Renaissance, le Moyen-Âge, l'Antiquité, le Moyen-Âge et la Renaissance. Et donc on dit que la modernité, c'est le fruit de l'Aufklärung, des Lumières, et on rentre dans la modernité. C'est l'approche un peu historique et technique. Ce qui pose d'ailleurs un sérieux problème sur le postmodernisme. Et à ce sujet, je préfère plutôt parler de quelque chose de métamoderne ou de transmoderne. Bon. Mais aussi l'étymologie du mot. L'étymologie du mot, c'est suivre son mode, être en adéquation avec l'exigence de son temps et se hisser à la hauteur de son époque. C'est ça, être moderne. Et nous avons parlé tout à l'heure d'Averroès. Averroès était un moderne pour son époque. 1126-1124, j'aime à rappeler que son traité décisif, dans lequel il disait s'il devait y avoir une quelconque contradiction entre les données révélées et la démonstration philosophique, c'est à la révélation de céder le pas devant la philosophie, parce que la vérité ne contredit pas la vérité, mais l'accompagne et témoigne pour elle. Voilà un homme moderne pour son époque qui ne s'enfermait pas dans des considérations religieuses et de révélation et qui laissait place à la réflexion et à la spéculation philosophique. Il a fallu néanmoins qu'il combatte pour ça, parce qu'il n'a pas eu que de bons moments dans sa vie, et surtout vers la fin, je crois. C'est vrai qu'il était en disgrâce. À la fin de sa vie, il est revenu en grâce, mais il était déjà assez âgé, fatigué. Il est mort le 10 décembre 1998. 1198, et il était inhumé à Marrakech une première fois, et puis sa dépouille mortelle est revenue pour être ensevelie à Cordoue au mois de février 1199. C'est vrai que les choses n'étaient pas simples pour lui, comme elles ne l'ont pas été non plus pour son contemporain Maïmonide, et comme elles ne l'ont pas été pour d'autres. C'est pas Averroès qui nous intéresse maintenant, c'est qu'est-ce que c'est que l'homme moderne, musulman. Je crois fondamentalement que ce 21e siècle finira par être féminin ou ne finira pas,
et qu'une société ne s'humanise que si elle se féminise. Et si les hommes musulmans le comprennent, c'est très bien, et ils entreront de plein pied dans la modernité. Ils ne le comprennent pas, je ne suis pas sûr qu'ils finissent eux-mêmes par être musulmans à la fin de ce siècle. Voilà, je résume mes propos par cette phrase. Sur la question des relations hommes-femmes, c'est la radicalité, l'altérité radicale, mais aussi sur d'autres points, tout à l'heure la liberté de conscience, la désacralisation de la violence, l'autonomie de l'exercice de l'acquisition du savoir par rapport à la raison religieuse des votes. Donc les chantiers sont titanesques, la tâche est immense et ardue, mais ce n'est pas une raison pour ne pas l'accomplir. On dit souvent que le plus grand voyage commence par un pas. Une discussion telle que la nôtre nous fera passer 1 à 2 enjambées. Une question un peu personnelle, est-ce qu'il vous arrive de vous sentir un peu seul ? Je souris parce que je me rappelle de notre débat avec la question avec Finkielkraut. Avec Finkielkraut, il me dit « Mais alors, vous représentez qui, vous ?» Et pardon pour la prétention qui sous-tend mes propos. Et Condorcet a représenté qui? Et Erasme a représenté qui? Je vous souhaite de ne pas finir comme Condorcet. Et Erasme et Campanella. Bon, je me sens seul. À supposer par extraordinaire que ce soit le cas. Les Bacon, les Campanella, les John Stuart Mill, les Cesare Beccaria, les Rousseau, les Voltaire, se sont sentis par moments seuls, ont connu des avanies pour leurs propres idées, et puis bon, peut-être qu'on peut dire que mon ambition est... Les mots sont grands maintenant dans ma bouche et j'implore votre indulgence pour ça, d'entrer dans l'histoire. Eh bien, j'entre dans l'histoire comme ça, ou pas. Mais je dis ce que je pense juste de dire, rien d'autre. Alors, je vous rassure, mes amis, je ne suis pas seul, parce que ce que je vous dis, je ne l'ai pas inventé. Je ne suis pas du jour au lendemain. Mon cœur s'est ouvert, comme l'aurait dit Al-Ghazali, l'Al-Ghazal des Latins, et il y a eu une projection de la lumière divine. Non, c'est mon père qui me l'a enseigné, alors recteur de la Grande Mosquée de Paris. Et mon père ne l'a pas inventé non plus. C'est son propre maître, Ben Badis, qui lui a enseigné. Nous finirons sur cette fondation de l'islam de France. Elle a été créée en 2016. Le premier président était Jean-Pierre Chevènement. Il vous a passé le relais, en quelque sorte, le 13 décembre 2018. Il a considéré, car vous avez repris ses propres termes, je crois, il a considéré que la construction d'un islam de France devait être considérée comme, il a souhaité faire passer cette idée, la construction d'un islam de France doit être considérée comme une cause nationale. Vous avez vous-même, en tant que président, un certain nombre de projets. Pouvez-vous nous éclairer un peu sur ces projets, les 4 ou 5 grands projets que vous avez et qui seraient destinés à construire cet islam de France intégrant de manière consubstantielle les notions que nous avons évoquées de liberté de conscience, nous l'avons dit, ainsi que de respect des institutions républicaines au travers d'une pratique citoyenne qui est la première pratique avant toutes les autres, la foi religieuse ou l'absence de foi, relevant évidemment d'une option personnelle. Donc les projets de la Fondation de l'Islam de France. Depuis que j'ai pris mes fonctions, depuis mon élection le 13 décembre à la tête de la Fondation de l'Islam de France, alors pour être élu, il faut accepter d'être candidat. Pourquoi est-ce que j'ai accepté d'être candidat? C'est parce que je ne peux pas m'égosiller depuis quasiment un quart de siècle dans toutes mes conférences et mes débats sur l'importance, comme antidote à la radicalisation de l'éducation, de la culture, de la connaissance, de l'acquisition du savoir, de l'inclination pour les valeurs esthétiques, pour les belles lettres, les beaux-arts, la poésie, la musique. Et quand il y a une fondation dont la vocation est aussi d'assurer tout cela, je fais la fine bouche. Donc j'ai été candidat et j'ai été élu. Maintenant, lors de notre première sortie publique et la présentation des vœux de la Fondation à la presse et à tout le monde, le 31 janvier, j'ai dit que c'est un enjeu de civilisation et une cause nationale. L'enjeu de civilisation est marié à la cause nationale parce que
notre pays, notre belle France, la France aura l'islam qu'elle mérite. Ou un islam de beauté, d'intelligence, d'humanisme et de spiritualité. Et dans ce cas, nous devons tous, qui que nous soyons, nous en donner les moyens. Ou sinon, nous aurons malheureusement l'islam de l'épouvante, de la barbarie, de la médiocrité, de la terreur. Et donc le choix est là. Et nous aurons gagné tous notre mission lorsque nous viendrions peut-être, moi je ne serai plus de ce monde, mais ici, nous ne parlons plus de ces questions-là, on parlera d'autres choses qui préoccupent, j'allais dire, l'esprit humain. Je dis en plaisantant, on a le préfet Didier Lesky qui a écrit un ouvrage intitulé « Misère de l'islam de France ». Et je lui ai dit, mon cher Didier, moi j'aurais rempli ma mission le jour où tu écriras « Splendeur de l'islam ». Donc la question est là. Alors les projets, je les fais décrescendo parce que je n'ai pas envie qu'on nous taxe ou qu'on me taxe d'élitiste. D'abord et essentiellement l'islamologie savante. Il faut que cette discipline recouvre ses lettres de noblesse. Ce n'est pas que de l'orientalisme. L'orientalisme par moments était aussi au service de l'œuvre coloniale. L'islamologie savante, cette discipline doit être une discipline universitaire de prestige qui doit attirer les musulmans et les non-musulmans, comme on fait de l'égyptologie, comme on fait de la sinologie. Et lorsqu'on a un jeune archéologue qui va au Caire pour faire des fouilles, non pas pour les pyramides, mais pour la dynastie fatimide, il est en train de faire de l'islamologie savante. Bien. Deuxième chose, c'est former surtout nos imams dans la partie profane. Les imams sont des bipèdes, ça nous le savons. Ils ont un pied dans l'aspect cultuel, il leur faut un pied pour l'aspect culturel. Et nous ne pouvons pas avoir des imams qui ne sachent pas l'histoire de la laïcité, qui ne connaissent pas l'histoire de la France, qui n'intègrent pas le patrimoine français. Et j'ai dit non sans un brin de provocation, il faut qu'ils apprennent par cœur la geste de Roland, même si elle n'est pas tendre vis-à-vis de leur propre prophète. Et les Gaulois aussi. Parce que c'est ainsi et c'est comme ça. Troisième point, pour aller toujours dans ce cadre, aller dans les établissements scolaires pour réveiller les consciences de toute une jeunesse qui peut céder aux sirènes islamisantes, des ateliers de discernement, oser penser par soi-même, faire la part des choses, donc l'éveil philosophique. Et ça rentre dans le cadre de la mission de la Fondation. Alors, plus quelques projets, parce que je ne peux pas tous les passer en revue, la feuille de route, elle est peut-être sur Internet. Les colloques nationaux et internationaux sur des sujets cruciaux et dans des débats contradictoires. La liberté de conscience, l'égalité fondamentale, ontologique, foncière entre les êtres humains, par-delà le genre, par-delà l'orientation métaphysique, par-delà toute autre appréciation. On en parlait tout à l'heure de l'orientation sexuelle, etc. La désacralisation de la violence, l'autonomie du champ du savoir, les débats foi et raison. Eh bien, ces colloques nationaux et internationaux donneront l'occasion à des pontes, si je puis dire, à des hiérarques, à des responsables musulmans. Le recteur de l'université Al-Azhar, ce qu'il a dit devant le pape François il y a 2 jours aux Émirats arabes unis, peut venir nous le dire ici à Paris. Comme ça, ils prendront engagement devant l'opinion publique, urbi et torbi, sur ces sujets. Donc nous, Fondation, nous devons mener ça, plus ce que j'appelle les UPI, les universités populaires itinérantes, pour que, à travers les villes de la métropole, mais aussi dans les départements ultramarins, on puisse avoir des débats. Quand bien même ils seraient emportés, nous les canaliserons sur le fait islamique dans notre pays, afin d'exorciser les hantises, d'apprivoiser les peurs et de laisser place à un pacte civique d'amitié et de fraternité dans notre pays et crever l'abcès. Parlons, débattons. Bon, Macron nous a précédés avec ce grand débat, nous ferons quelque chose du même ordre autour de la banalisation du fait islamique dans notre pays. On ne parlera plus de la neige en plein hiver. Dans quelques années, j'espère qu'on ne parlera plus de l'islam sous ces aspects d'une problématique épineuse.
peut en parler comme une tradition religieuse monothéiste abrahamique, à l'instar du judaïsme ou du christianisme, en lien ou pas avec les relations, les traditions d'Extrême-Orient, en lien ou pas avec la franc-maçonnerie, en lien ou pas avec d'autres obédiences et d'autres sociétés savantes. Pour c'est comme ça, l'important c'est qu'on y aille. Débat entre foi et raison, ça renvoie à saint Thomas et ça serait passionnant bien sûr.